nous avons quasiment empiété le pas, en fait, sur notre deuxième partie, puisqu'on avait déjà commencé à aborder la question liée au projet. Quelle priorité déjà? On ne parlera pas de projet, mais j'aimerais vous aussi. Ici, vous, Bédé Baouna, Arsène Poitiers en tant qu'observateur, et vous, messieurs, qui êtes aujourd'hui encarté et responsable du PCT, donc qui est le parti au pouvoir actuellement, quelles peuvent être les priorités et avec quels moyens, quand on sait qu'aujourd'hui, le pays a du mal, notamment ses finances sont au plus bas, d'autant plus que les revenus principaux partant du pétrole, le pétrole lui-même aujourd'hui au plus bas niveau. Comment faire déjà? Quelles peuvent être les priorités, messieurs, pour ce Congo 2016, 2021? Je vais commencer. Allez-y. Je pense, c'est un point de vue personnel, c'est prématuré pour nous d'aborder cet aspect sur les priorités des différents candidats à l'élection présidentielle, parce que cela relève du projet de société que chaque parti. Mais d'abord, vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous voulez avoir je vais arriver, M. Siamakoso. Oui. Que chaque candidat doit présenter, n'est-ce pas, à son électorat, à la population pour l'élection présidentielle. Donc c'est un peu prématuré, puisque aucun candidat n'a présenté son projet de société. Aucun parti aussi n'a présenté. Par contre, en tant qu'individu, bien sûr, chacun de nous peut avoir une opinion sur les priorités qu'il souhaiterait que les différents candidats puissent aborder. Oui. Hein. Et puis là, comme ça, à chaud, je pourrais dire que la jeunesse, pour moi, est une priorité. Enfin, la jeunesse, pour moi, c'est une priorité. L'éducation est une priorité pour moi. Et l'économique. Voilà. Okay. Là, globalement, comme ça. À chaud, sans que je rentre dans le détail. D'accord, Arsène Poitiers. On peut quand même parler, c'est très bien. Moi, on va parler. Que le président du PCT nous donne 3 priorités, mais en gros... C'est le président de la Fédération PCT France. Il faut bien préciser. En gros, 3 priorités. Dans les 3 priorités, en fait, en gros, il parle des concepts. Ça veut dire que quand il annonce les concepts sur l'éducation, la jeunesse et l'économie, dans son fort intérieur, ça veut dire que ça relève d'un constat. Tout en sachant que le candidat qu'il soutient a plus de 32 ans d'exercice et d'expérience du pouvoir. Ce même candidat qu'il soutient a déjà eu dans ses différentes présentations à cet exercice démocratique donc, qui est l'élection présidentielle, fait valoir les thèmes comme des mots, des slogans comme étant la jeunesse était la priorité. Je me souviens encore, président jeune pour un Congo jeune. Donc de l'éducation. Alors, nous sommes en 2016. On va juste revenir 2 minutes sur quand même l'état de la nation congolaise. D'abord, vous avez parlé du fait un peu flirter sur la baisse du baril du pétrole, qui fait aussi, qui nous interpelle sur la question de la réserve financière de l'État congolais. Alors, ils me diront, c'est une histoire de gouvernement, eux, ils ne soutiennent pas le gouvernement, qu'eux, ils soutiennent que le président de la République. Soit, je les accorde. Deuxième chose, on va parler de la jeunesse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui est dans une, on va dire, une situation de tristesse, de désespérance notoire, remarquée, constatée, donc, elle est aussi un constat réciproque. Donc, aussi bien la vie du peuple et celle de la Convention alliée Parti congolais du travail, d'autre part. On vient revenir sur l'éducation. Je fais partie de ceux, et ça je vous rejoins, monsieur le président du Parti congolais du travail, de ceux qui ont commencé des études au Congo. Ça veut dire que moi je me vante toujours que l'idiotie que je représente ne peut être que le fruit de ce que l'État avait fait de moi hier. C'est-à-dire que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. L'État a fait de moi, dans mes études primaires, secondaires, ce que je peux être aujourd'hui à dire, ce que je pense de façon libre aujourd'hui. Mais je constate, et comme je l'ai dit, donc on fait abstraction à ce qu'on appelle la repentance du président Denis Sassou Nguesso de 79 à 92, parce que sinon on me dirait que ce serait un procès injuste, mais je vais partir après 97. Alors, à cette fois, on va pas... Non, on parle de priorité, on parle de priorité. Oui, mais ne vous faites pas encore d'analyse. Oui, je parle de l'analyse. Peut-on parler de l'éducation quand on constate le désordre de l'éducation congolaise aujourd'hui? C'est pour ça que ça peut devenir une priorité. C'est pour cela que ça peut être une priorité. Oui. Ça veut dire que le président, le candidat qu'ils soutiennent, qu'ils ont, eux, incité à une candidature, a échoué. Et sur la jeunesse, et sur l'éducation,
et sur l'économie. Non, je ne peux pas vous laisser Peut-il encore se permettre, je termine, je pose une question, peut-il encore se permettre, ayant échoué sur ces constats, ces points que vous-même vous avez cités, parce que vous n'allez pas me dire que si ces points-là étaient bons, vous ne les aurez pas cités. Non, c'est un point de vue que je ne partage pas. Oui. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, pour le moment, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas encore présenté son projet de société, ni le PCT d'ailleurs. Donc ça, c'est... Voilà. Mais moi, personnellement, je souhaiterais que dans le projet de société du président Denis Sassou Nguesso, dans le projet de société du Parti congolais du travail, qu'ils abordent les aspects concernant donc justement la jeunesse, l'éducation et l'économie. Pourquoi? Parce que j'estime que depuis le débat national qui a eu lieu l'année dernière, qui a abouti au consensus de CBT, qui a abouti au changement de la Constitution, qu'on puisse de plus en plus accorder une place importante à la jeunesse. Parce que je pense que la jeunesse, au-delà de tout ce que le président a fait pour la jeunesse, au-delà de tout ce qu'il a fait pour la jeunesse, disais-je, il y avait quand même un certain nombre d'aspects concernant la jeunesse qui étaient quand même plus ou moins marginalisés. En quel sens? En ce sens qu'aujourd'hui, avec la nouvelle constitution que nous avons, il y a une place importante que l'on accorde à la jeunesse. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut continuer dans cette direction-là. Maintenant, un jeune, un Congolais qui a l'âge de 30 ans, il peut se permettre d'être candidat à l'élection présidentielle. Il n'aura pas de 25 millions. J'arrive justement. Un jeune peut avoir la possibilité de pouvoir accéder à tous les postes électifs. Être un sénateur, être un député, etc. etc. Par contre, les bases, pour parler de l'économie, les bases de l'infrastructure de base, à travers toutes les politiques de municipalisation qui ont été mises en place par le président Denis Sassou Nguesso, montrent qu'effectivement les bases de l'émergence économique sont là. Il appartient maintenant au peuple. Il appartient à la jeunesse de s'accaparer, de pouvoir utiliser, de pouvoir valoriser justement ces infrastructures-là, juste pour procéder non seulement à la création d'emplois, il n'y a pas que le secteur public qui doit procéder à la création d'emplois, mais également le secteur privé, de telle sorte qu'on puisse utiliser ces infrastructures-là pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir utiliser la jeunesse. Et pour l'éducation, c'est vrai. Vous êtes le fruit de l'école d'hier, j'en suis aussi. Parce que j'ai fait ma scolarité au Congo, jusqu'au baccalauréat. Nous étions 30 en classe. Voilà. Merci. Voilà. Tout ce que fait le président de la République en matière d'éducation, je suis d'accord avec vous, que ce soit sur le chapitre du chômage, pour la jeunesse, que ce soit pour le chapitre de l'éducation, je pense qu'il a beaucoup fait, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer encore. Voilà pourquoi j'inscris la jeunesse et l'éducation dans le projet. Il faut continuer encore à travailler dans ce sens-là pour que justement nous puissions réduire le taux de chômage à un niveau acceptable et que nous puissions avoir un taux d'alphabétisation et que le ministère de l'Éducation nationale puisse être toujours l'un des ministères qui puisse avoir la part du budget Arsène Poitiers, non, je vais juste, s'il te plaît, je t'en supplie, regarde, devant même là, je t'en supplie. Monsieur, c'est pas une question de supplie. On prend ici, à témoin. Moi, on m'appelait, c'était la cimenterie de l'UTT. L'UTT. Je prends ce que vous venez d'affirmer comme argumentation en économie. La cimenterie de l'UTT est tenue par les Chinois. Aujourd'hui, les Chinois viennent avec leur main-d'œuvre qui travaille dans la cimenterie. Les Congolais n'ont pas de contrat de travail aujourd'hui. Les Congolais, ils sont pris en mode d'esclavage là-bas. S'il vous plaît, c'est ce qui est dit. C'est une Poitiers. Je vous demande. Mode d'esclavage? Oui, presque. Pas de contrat, pas de priorité. Ils n'ont pas de priorité. Tu veux dire qu'ils travaillent ils n'ont pas de contrat. Donc ça veut dire pour nous, ils travaillent au lac. C'est vrai ça? Bien sûr. Mais je vous le dis. Des sources. Vérifiez. Sources. Mais pour ça, je le dis. Ça veut dire que j'ai l'information. On m'a dit, monsieur Aristide, les Chinois dorment de la cimenterie de l'UTT. Vous êtes en train de me dire la priorité, la jeunesse doit s'accaparer. Comment cette jeunesse peut s'accaparer dans la mesure où les Chinois viennent en bateau, vivent là-bas, et même les gens de l'UTT eux-mêmes qui travaillent là-bas n'ont pas de contrat, n'ont rien. Alors on fait chiche. Je suis prêt à aller avec vous à Brazzaville. À l'UTT, vous et moi. Bon, mais écoutez, moi je ne connais pas vos sources d'information. Voilà, Aristide Poitiers, on vous a bien compris. Alors, Bédel Baouna, quand Gabriel Dion parlait, je vous voyais un peu sourire, un peu, je sais pas, un peu narquois. Alors, vous, aujourd'hui, en termes de priorité, qu'est-ce que ça pourrait être pour ce mandat qui va commencer d'ici le 20 mars ou un peu plus tard? Rassurez-vous, chers sires, que mon sourire n'était pas narquois.
Alors, je me demande pourquoi Ndion n'a-t-il pas postulé à la tête finalement du PCT? Parce il est à la tête du PCT en France. Au Congo. Est-ce qu'il n'est pas comme ça? Est-ce que parle-t-il avec le prisme européen? Ou bien, comme il l'a dit, que c'est son point de vue personnel, donc sa parole n'engage pas la Fédération France. Tout à fait. Puisqu'il n'y a pas encore de projet de société, présenté ni par le parti ni par le candidat. Mais hélas, la nature a horreur du vide, comme on dit. Donc un homme politique se doit toujours d'être prêt, de réfléchir au quotidien. Moi, je partage le constat dressé par l'ami Poiti et je partage la proposition du Dion. Donc, vous me direz qu'est-ce qui se passe entre Bédel et Gabriel et Ndion aujourd'hui. C'est le mariage pour tous. Vous savez, j'ai lu mercredi l'édito des Dépêches de Brazzaville. Et curieusement, ils l'ont titré de jeunesse. Je dis, tiens, c'est intéressant ça. Donc, c'est maintenant seulement qu'ils se rendent compte que la jeunesse congolaise est dans un état calamiteux, que c'est une jeunesse désespérée, à l'abandon, que c'est une jeunesse sans avenir, sans lendemain. Moi, je suis né à Makelekele, quartier Bourou. J'ai fait l'école primaire, école Mundongo. Dans un rayon d'1 kilomètre, il y avait ici l'école Mundongo, là donc l'église Saint-Charles de Luanga, et là l'école primaire Moussakanda. Un peu plus bas, l'école Auguste Bitimbu. À quelques 300 mètres, école du Domatour, 500 mètres. Donc il y avait dans un rayon presque d'1 kilomètre au moins 5 écoles primaires. On était 20, 15, 30 personnes dans la classe. Aujourd'hui, tous ces bâtiments, quand je vais à Brazza et que je redécouvre mon coin, là où j'ai grandi, c'est devenu des églises de réveil. Donc on a privilégié les sectes, les églises de réveil au détriment de l'éducation. Quand je parle de l'éducation, ça englobe aussi la jeunesse. Tout à fait. Alors, donc, que faut-il faire? Or que la jeunesse, c'est un investissement. Tout à fait, à long terme. C'est un investissement. Un pays qui ne prend pas en charge la jeunesse. J'avais cité ici Staline la fois passée, qui disait, l'une de ses meilleures phrases, que tous les enfants de l'État doivent être élevés. Tous les enfants doivent être élevés par l'État. C'est Staline qui le dit. On a beau reprocher à Staline, mais c'est une phrase belle, grande, et qui en dit long sur la philosophie qu'il faut adopter, sur le projet. La jeunesse doit être prioritaire. Nous avons un ministre actuellement, je sais, je ne partage pas la politique du gouvernement, en l'occurrence Pauline Makosso. Je le sens, c'est quelqu'un, je ne partage pas sa politique non plus, mais je sens qu'il a la volonté, qu'il peut faire quelque chose. Mais comment? Avec quels moyens? Avec quelle philosophie? Je sens qu'il a la volonté, ce Pauline Makosso. Pauline Makosso, puisqu'on a combiné le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation nationale. Je sens, j'avais applaudi quand on a combiné ça. Je dis, il faut peut-être lui confier. Le garçon, ce serait malhonnête de ma part que de dire qu'il n'est pas compétent. Il est compétent. Il a montré combien il peut bien travailler. Mais est-ce que, à ce ministère-là, il peut faire quelque chose? Ça, c'est un souhait. On va d'abord laisser la parole à Ludovic Kokolo. Donc, une seule priorité, s'il vous plaît, vous, les camarades membres du PCT, inscrivez la jeunesse dans toutes les rues. Quelle qu'elle soit, pas de sélectionner quand on envoie des jeunes à Cuba sur les 580. On ne sélectionne pas. Il y a la polémique, même les Dépêches de Brazzaville, on avait écrit, écoutez, sur 580, les 500 ou 400 viennent d'une même région, c'est épouvantable. Non, pas ça. Nous sommes tous les enfants d'un seul pays. Je partage votre point de vue. Merci, sur la jeunesse. Je partage votre point de vue. Et sur le ministre Pauline Makosso. Pourquoi vous ne quittez pas le PCT? Non. Je partage votre point de vue. D'abord, de par ma formation intellectuelle, moi je suis enseignant. Moi je suis prof. Donc c'est tout à fait normal que j'accorde beaucoup d'importance à la jeunesse. Parce que si vous formez la jeunesse aujourd'hui, vous préparez l'avenir. Vous préparez le Congo de demain. Oui. Donc je suis d'accord avec vous et nous ferons du bruit de telle sorte que moi je suis partisan du fait que le ministère qui puisse avoir le portefeuille, le plus gros budget, puisse toujours être, et cela est ainsi, le ministère de l'Éducation nationale. Parce que lorsque vous accordez beaucoup d'importance à la jeunesse, vous apportez beaucoup d'importance à l'éducation nationale, vous préparez le Congo de demain. Et je suis d'accord avec vous que M. Collinet est un garçon dynamique, intelligent, compétent, et si on met à sa disposition les moyens nécessaires,
eh bien, il pourra justement... Je vais encore glisser dans un jugement de valeur qui va alors, il vous a écouté, Vous remarquerez, il passe le temps à vous chercher. À me chercher. Et lorsque je parle, il va dire je ne suis pas. Non, mais je vous aime bien. En fait. Non, je ne vous cherche pas. Allez. Je crois qu'on peut. Jusqu'à présent, j'aimerais avoir une discussion, mais vraiment l'un des meilleurs ministres, élevée. L'un des meilleurs ministres du Congo ont été des ministres de l'éducation. Les Sukumbumba, Njingaouba, Tatiluta. Vous voyez, donc c'était l'un de nos meilleurs ministres à l'époque, sous Sassou 1. Parce qu'ils ont occupé ce poste avec brio, avec majesté. Sous Sassou 2, 3, c'est deux. Alors il y a quelqu'un que vous avez écouté avec brio, c'est Ludovic Kokolo, puisqu'il était très attentif à ce que vous disiez. Je suis toujours attentif. Je suis attentif. Sauf qu'il y a des propos qu'il tient qui me révulsent. Non, je voudrais aller dans le sens du président Dion. L'éducation, la jeunesse, c'est de bonne guerre. C'est tout à fait normal, c'est naturel. Mais il faut, je crois, restituer aussi les choses. N'oubliez pas que le Congo est sorti de guerre. On ne va pas toujours évoquer cette guerre-là à chaque fois. On va parler du Congo. Attendez. Est-ce que je peux dire... Oui, allez-y. Je veux bien que vous contredisiez. Oui, mais non, mais la guerre... Il y a des pays qui ont connu plus que ça, qui sont relevés aujourd'hui. Le Rwanda, par exemple. Pourquoi je dis cela? C'est que le Congo sort de guerre. Nous avions connu 3 guerres en l'espace de 10 ans, en 97, et depuis cette période à maintenant, on connaît une espèce de stabilité. Ça fait combien de temps? Ça fait 18 ans. D'accord. Et ces 18 ans-là, laissez-moi m'exprimer. Ces 18 ans-là ont permis aux gouvernements successifs d'asseoir la paix au Congo. Ça, nul ne peut le contester. Le PCT venait d'asseoir la paix au Congo et la consolider. Le Congo était en guerre. Non, on va pas revenir sur cette question de guerre. Donc cette explique que la jeunesse soit dans cet état. Après la consolidation de la paix, il me paraît normal que les gouvernements qui vont venir puissent aller dans le sens de la société, c'est-à-dire la jeunesse, l'éducation nationale, la sécurité sociale, et les transports, tout ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné de l'espérance, créé un chemin d'avenir pour le Congo, construit le Congo avec un maillage normal qu'on a suivi avec la municipalisation accélérée, il est normal que nous allions vers le peuple, vers les citoyens. Il est normal d'aller vers le peuple, vers les citoyens, mais avec quels moyens, messieurs? Quand on voit qu'aujourd'hui le Congo est passé de 4 000 milliards de budget annuel à 2 000 milliards, à 2 500, peut-être même 2 000 pour le budget 2016, on se dit, est-ce qu'on a les moyens de notre politique, notamment quand il faut faire la priorité à cette jeunesse? Patrick Gabriel Dion. Le gouvernement s'est rendu compte qu'effectivement être tributaire d'une économie monosectorielle, d'une économie dont le budget est fondamentalement basé sur une seule ressource qui est le pétrole, était un danger. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est un constat d'hier. Et pourtant, on ne voit pas. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place des dispositifs entiers pour faire en sorte que l'économie congolaise soit une économie plurisectorielle. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse développer d'autres secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, d'autres secteurs, notamment celui de l'information, de l'électronique, de telle sorte que nous ne puissions pas être toujours tributaires du pétrole, puisque le baril, comme vous le dites, est en train de... Voilà. Les efforts sont faits, ils ne sont pas suffisants, je suis d'accord, mais des efforts sont faits dans ce sens-là pour que nous puissions donc justement développer une économie multisectorielle. Alors, Arsène Poitiers, je vais prendre note de ce que dit Patrick Gabriel Dion. Messieurs, vous savez, alors moi je ne suis pas du courant littéraire bédélien. Vraiment, la notion de la plurisectorialité du Congo ne peut pas venir en 2016. Denis Sassou Nguesso déjà nous avait parlé d'une école, un champ. À cette époque-là, nous étions déjà dans cette démarche du pétrole. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous ramener cette notion, aujourd'hui, cette prise de conscience à la veille d'une élection présidentielle. Mais elle n'est pas née d'aujourd'hui. Elle n'est pas suffisante. S'il vous plaît, elle a commencé depuis fort longtemps. J'ai souffert quand vous avez parlé. Bon, allez-y, je vous écoute. Mon estomac a bougé. Je vous écoute.
Écoutez-moi, J'ai souffert quand vous avez Allez-y, parlé, Aristide. mon frère. Écoutez, quand on parle de la plurisectorialité, nous l'avons dit depuis longtemps. Après, il n'y a pas que. Moi, la question, c'est de la politisation de l'être congolais. Mais je pense que le Congolais lambda a toujours dit nous ne pouvons pas continuer au regard des ressources que nous regorgeons chez nous. Moi, j'ai fait une année à Bouansa où je mangeais la pâte d'arachide fait maison. Ce qu'ils appellent là, ils appellent là le mbada. C'est une richesse de chez nous. L'agriculture a été tuée. Quand entre 97, après... Pendant la guerre. Non, j'enlève la guerre, s'il vous plaît. Laissez la guerre tranquille. Non, là, c'est cette question-là. Non, mais on y va, cette fois-ci. Allez-y. La reconstruction d'une économie. Nous avions des capacités. Le Congolais avait juste besoin des moyens. Le Congolais avait besoin juste des méthodes. Mais on parle de moyens maintenant. Mais si, on n'a plus les moyens de cette politique. En levant les finances. Les premiers moyens, c'est d'abord de faciliter l'accès à l'agriculteur de Kinkala, de Loutete, de Bouansa, de Yinda, à lui dire qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je suis producteur d'arachide. Qu'est-ce que vous êtes? Que l'État fasse ce que, à l'époque, je pense que c'est le ministre Lefoba qui l'a fait. Qui partait, en gros, c'était un rassemblement d'économie sur le cacao, le café ou le cacao, qui reprenait et que lorsque ce n'était pas vendu, l'État rachetait les produits, les invendus. Il n'y a que lui qui l'a fait à l'époque. Je me souviens si je crois. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, quand nous parle du pétrole, et alors que nous savions très bien que la potentialité du Niveau-Land, ce que peut faire dans le Pool, ce que peut faire en même temps à Pointe-Noire, il y a eu un silence et une indifférence, une injure à cette catégorie congolaise. Et aujourd'hui, on veut nous dire que le Congo doit arrêter d'être monosectoriel, tout en sachant que les Congolais qui demandent ne veulent pas faire de la politique, tous les Congolais ne veulent pas faire de la politique. Ce que veulent les Congolais aujourd'hui, c'est qu'on leur donne les moyens, qu'on leur foutre la paix. Gardez votre politique, mais donnez-leur les moyens. L'agriculteur d'être agriculteur, le poulailler d'être le poulailler, le chanteur d'être chanteur. Je ne sais pas de qui il doit être fait. Bon, enfin, en attendant, oui. Mais j'entends, mais je sais pas ce que je vois. Ludovic Poitiers, alors, question des moyens. On va parler des moyens. On parle surtout des moyens. Ludovic Poitiers, c'est Kokolo. Non. Ludovic Pardon, Ludovic Kokolo. Non, je voudrais simplement dire ceci. La construction d'un pays est un processus. Ben non, s'il vous plaît, non. La construction d'un pays est un processus continu. La destruction, oui. Et dans le cas du Congo, vous avez évoqué des ministres qui ont mené des actions favorables. C'était sous le PCT. Le FOBA, c'était sous Souba, s'il vous plaît. Ah d'accord. Merci. Mais sous Sassou 1, oui. Un plan quinquennal a été lancé à cette époque. Non, monsieur Kokolo, des fonds ont été alloués. Vous me laissez parler. Mais non, mais là, non. 2 minutes. Pas le plan quinquennal. Si. Non. Non, mais laissez-moi finir mon propos. Laissez-moi finir mon propos. Allez-y. Processus continu. Des plans ont été lancés. Un plan quinquennal. Avec quel résultat? Il y a eu des échecs. Pardon. Ah, merci. Il y a eu des échecs. Beaucoup, hein. Sur ces échecs-là, il a fallu tirer des leçons. Et qu'est-ce que vous avez tiré? Voilà pourquoi je disais qu'il fallait constater qu'un pays se constitue ou se construit à long terme. Donc, il est normal, lorsque le président Dion parle de relancer l'agriculture, d'investir dans d'autres secteurs que ceux du pétrole, qui est notre première source d'énergie, il est normal de rectifier le tir, de voir là où ça marchait, là où ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous êtes en France, vous suivez ce que nous vivons en France. En France, en matière de chômage, tous les gouvernements, depuis bientôt 20 ans, se battent contre le chômage. Mais ce n'est pas parce qu'ils se battent contre le chômage qu'ils ont échoué, et qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, qu'ils doivent arrêter. Un mauvais exemple. C'est un processus. Un mauvais exemple au Congo. L'inadaptation. Votre exemple est inadapté par rapport au Arsène Poitiers. L'éducation. Oui. Dites-moi où ils ont échoué. Comme vous l'avez dit, il y a des choses à revoir. Comme il l'a dit, il y avait 5 écoles dans un petit rayon. Il faut revenir à ses fondamentaux. Donc, je crois que puisque le pays
la construction d'un pays est un processus continu. Il ne faut pas, quelque part, être défaitiste. Il faut revenir sur ce qui n'a pas marché et rectifier les tirs et mettre sur pied des concepts qui marchent. Monsieur Bokolo, savez-vous qu'au Congo, il y a des gens qui ont 60 ans aujourd'hui qui n'ont jamais travaillé? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, comment ça se fait? Il y a des gens, bien sûr, je vous le dis maintenant. Saviez-vous qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui ont 60 ans, mais qui n'ont jamais travaillé? Jamais travaillé. Vous le savez? Alors, moi, on va pas rentrer. Moi, je reviens. On n'injurie pas les Congolais. Oui. On n'injurie pas les Congolais. On dit qu'effectivement, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour pouvoir réduire le taux de chômage, mais en même temps, il y a eu des créations d'emplois, mais je suis d'accord avec vous que c'est pas suffisant, qu'il faut continuer encore pour que la création d'emplois puisse arriver vraiment à contribuer à réduire de façon drastique, de façon importante, essentielle, le taux de chômage. Mais il y a, lorsqu'on se lance dans la voie du développement, on se lance dans la voie de l'émergence, il y a du travail. Oui. Et le développement étant un processus continu, on ne peut pas aujourd'hui, le président de la République de Alors, je réitère ma question. Avec quels moyens le prochain président pourra-t-il travailler et atteindre éventuellement certains objectifs qu'on se fixe quand on voit ce qu'on a aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un problème de réorientation de la manne pétrolière. C'est-à-dire faire en sorte, comme je l'ai dit personnellement, je ne peux pourquoi vous parlez toujours personnellement puisque pour le moment, le projet de société n'est pas encore... c'est vrai. Voilà. Donc je me dis que dans le cadre de la jeunesse et notamment de l'éducation, la part budgétaire qui est réservée au ministère de l'Éducation n'est pas suffisante. Et que le prochain gouvernement qui arrivera après le 20 mars... Voilà, quel que soit il puisse faire en sorte qu'on puisse réserver une part extrêmement importante à l'éducation nationale, à la jeunesse. D'autre part, maintenant, en ce qui concerne, je partage également l'idée qu'à notre époque, dans un périmètre assez restreint, il y avait beaucoup. Il y a eu, à mon avis, le constat que j'ai fait, une inadéquation entre la politique démographique du Congo avec la politique d'éducation nationale. C'est-à-dire que la population est en train d'augmenter d'année en année, comme on le sait, mais la politique de l'alphabétisation, la politique de l'éducation n'a pas suivi. De telle sorte que, malheureusement, on se retrouve aujourd'hui dans des classes pléthoriques. Voilà. Alors, Bédel Baouna, est-ce qu'on doit aller chercher cette fameuse réserve financière promise pour les générations futures, puisque là, on est quasiment au milieu du gué, on n'a plus grand-chose? Sire, le Congo est peut-être un pays misérable, pauvre, mais le Congo n'est pas misérable. Le Congo, le budget du Congo, pétrole ou pas, dépasse les 3 000 milliards annuels. Le Sénégal, qui n'est pas pétrolier, a presque à peu près le même budget. Et le Sénégal fait des choses miraculeuses. Chez nous, comme on l'a dit, surtout l'agriculture a été un échec total ces 20 dernières années. Je suis allé à Brazzaville en 2007. J'arrive. Ça fait quand même loin. Je suis déjà en 2016, 2017. De 2007 à 2012, je suis allé 13 fois. D'accord. Donc 2012, parce que vous nous parlez de 2007. 2012. On est quasiment 10 ans. Je vais à Makele, qui est une Gangontoile, je vais aller voir ma tante, la petite soeur de ma mère, qui m'attendait. Dit, ah tiens, on a oublié d'acheter du manioc. Et l'on voit à ma tour son fils cadet qui ramène du manioc en sac plastique, des morceaux coupés. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, ah non, parce qu'il n'y a pas de manioc. Je dis, mais pourquoi? Mais on est tout près de Ginkala. À Ginkala, mais mieux vaut acheter le manioc que c'était Ginkala. Je dis, mais quoi? Ah bon, c'est comme ça. Je dis, ah mais moi je ne mange pas ce truc-là. Donc c'est comme ça à Brazzaville. Et non ça, je crois qu'il faut éradiquer de la tête l'idée selon laquelle que le Congo, sans le pétrole, n'est rien. On peut faire quelque chose. Avec les 3500 milliards, on peut. Il suffit d'éviter la gabegie, les 4x4 qui polluent la vie, les parcelles qui coûtent 1 milliard, 500 millions, ceci. Non. Il suffit... Il n'y a pas que ça. Il suffit d'éviter la gabegie et le vol, le pillage, les détournements de fonds, d'être rationnel. Il suffit de savoir redistribuer ce budget. Je crois qu'avec, nous sommes que 4 millions. 4 millions d'habitants. Donc avec 3500 milliards, si, je crois, à l'image, à l'instar du Sénégal, le Rwanda qui a connu, voilà une guerre. Oui.
Le Rwanda a l'excuse de la guerre civile, mais pas le Congo. Voilà. Le Congo, c'est dans un quartier, Congo, qu'on bombardait pendant que Mungali ça chauffait là-bas, la solution, Bédel, c'est la redistribution. Le problème, c'est la redistribution, c'est tout. Ça, c'est la vraie. Le Congo n'est pas misérable. Le Congo a les moyens de ses ambitions. Le Congo a les moyens de ses ambitions. Je souhaiterais juste aborder, je partage votre avis, je voudrais juste aborder un peu une analyse faite après les programmes d'ajustement structurel. Cela nous a permis de constater que lorsque le FMI arrive dans un pays qui comment dirais-je, est en banqueroute, qu'est-ce que fait-on? Eh bien, on essaie de revoir le principal action que mène le Fonds national, le Fonds monétaire international, c'est d'équilibrer la balance de paiement. Pour équilibrer la balance de paiement d'un État, c'est réduire le train de vie de l'État. Donc, à cette question, on peut réduire pour essayer de transférer une bonne partie à l'éducation. Moi, je souhaiterais surtout aussi à la sécurité sociale. Il faut réduire le train de vie de l'État. Réduire le train de vie de l'État, voir comment est-ce que le pays se gère, surtout le personnel, le nombre de fonctionnaires du Congo doit être vu. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien y a-t-il de fonctionnaires au Congo. Il faudrait qu'on essaie de structurer cette question pour essayer d'équilibrer les comptes de l'État. En fait, pour cette réduction de cette manne financière, il suffirait pour les économistes, les spécialistes, les experts, de revoir le train de vie de l'État et de réorienter les priorités du pays. Mais je garde la parole pour essayer de parler de la sécurité sociale. Pourquoi je pense que la sécurité sociale est l'un des chantiers de la République? Parce qu'il a été démontré au monde que depuis une période, lorsqu'un pays a ce que l'on appelle une fracture sociale, eh bien, on investit beaucoup dans la société, c'est-à-dire dans la sécurité sociale et la santé. L'exemple frappant, c'est le Brésil. Lorsque Lula arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il y a deux Brésils. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée ce qu'il appelle, lui, une sécurité sociale qu'ils appellent, eux, là-bas, la bourse familiale. La bourse familiale consistait à donner aux familles une bourse qui permettait aux familles de financer l'école, les enfants manger et avoir un petit pécule. Et ça a boosté l'économie brésilienne, ça a boosté la société brésilienne. Et lorsqu'il sort de ces deux législateurs, les législatures, ces deux mandats, oui, et on se rend compte que le Brésil, c'était, je dirais, est rentré dans le bonheur. Et je pense que le Congo, après les périodes que nous avions connues de guerre et cette fracture sociale que nous vivons, il faut investir dans la sécurité sociale. Il faut une vraie sécurité sociale. Le candidat président devrait prendre en compte. Ça, c'est des priorités personnelles. Bien sûr, je comprends très bien. Oui, mais bon, enfin, nous prenons ces priorités pour nous, pour dire au président candidat que vous voyez qu'il a encore des idées, que vous pouvez aussi faire de la sécurité sociale une priorité. La santé en général. Donner aux Congolais le minimum, aux familles, cette bourse familiale brésilienne, qu'elle devienne aussi congolaise pour les 5 ans à venir. Monsieur Makosso, vous ne pouvez pas laisser dire ça. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur Kokolo ne peut pas dire une chose quand il nous parle de la sécurité sociale, tout en sachant que ça fait au moins 2 ans que un travail a été initié au Congo, soi-disant, et le discours du président de la République actuel avait parlé de donner à tous les Congolais ce qu'il appelait, lui, la CMU, une couverture maladie universelle. Nous attendons toujours par rapport à... Là où je vais finir, je vais citer quand même Lénine. Pas des théories. Vous citez que des communistes. C'est le moment. Pas des terroristes. Nous avons tous baigné dans l'école du Parti communiste. Vous devez en être fiers, finalement. Bien sûr, je suis ravi quand il a cité Lénine. Monsieur Kololo. Kokolo, pardon. Il n'y a pas de théorie révolutionnaire sans pratique révolutionnaire. Ce que vous venez de ça, c'est le camarade Lénine. Ça, c'est le camarade Lénine. Ce que vous venez de dire, vous venez vraiment de donner un bon coup à votre président qui n'a pas su faire, à votre candidat et notre président, qui n'a pas su réaliser le rêve qui était même à l'intérieur. Si je termine 2 choses. La construction d'un pays est un processus continu. Je vous donne encore un exemple. Au Congo-Brazzaville en 2015. Processus continu. Allez-y. En 2015. Êtes-vous normal
Moi, ce n'est pas une question de finance, c'est une question de méthode. Croyez-vous qu'une maman congolaise, pour faire le déplacement entre Brazzaville et Pointe-Noire, ou Pointe-Noire-Brazzaville, se lève à 1h du matin pour faire le pied de grue à la gare, et à 9h, le fonctionnaire, ou je ne sais pas, le semi-fonctionnaire ou l'agent ouvre la caisse et ferme, cette maman-là est parfois molestée, rejetée, agressée. Au final, pour lui demander d'aller voir le marchand de coin qui va lui revendre le même billet de 12 000, je pense, à 15 ou 20 000. Tout en sachant que le soir, le même train démarre parfois vide. Nous sommes là aussi dans ce qu'on appelle, et puis là, l'État dont vous soutenez. Le gouvernement que vous soutenez se tait. Le gouvernement n'a de sens que lorsqu'il est au service d'un peuple. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir nous faire une théorie. Vous ne pouvez pas venir faire ici une théorie, tout en sachant que la pratique même du bas, on enlève l'argent. Non, n'existe pas. Voilà, oui, mais on va terminer avec ça. Je voulais juste revenir sur la sécurité sociale. Le problème est simple. C'est comme, ça me rappelle l'une des propositions de Mathias Nzon en 2009. Il disait que non, il faut indemniser les chômeurs. Mais comment on va indemniser les chômeurs s'il n'a pas cotisé? Alors, comment peut-on avoir une sécurité sociale au Congo si la personne qui en bénéficie n'a pas cotisé? Moi, ici, en France, j'ai une carte de sécurité sociale, mais c'est parce que je cotise. Donc, oui, mais monsieur Bédel, ce que vous dites... Attention, monsieur Bédel. Vous donnez l'impression qu'au Congo, il n'y a pas de sécurité sociale. J'ai dit que... Attends. Donc ça n'existe pas au Congo? Non, mais ça c'est autre chose. La fiabilité d'une chose, ça c'est autre chose. Est-ce qu'aller voir une pauvre maman c'est pas des pénards ou bien... Ceux qui travaillent, je suis d'accord avec vous que c'est un système qui est perfectible, on ne peut pas améliorer. Mais les gens qui travaillent la seule manière de financer la sécurité sociale, c'est de créer de l'emploi. Voilà. Et Lula, pour revenir à Lula accordait justement une bourse. Je suis d'accord avec vous, cher Kokolo. Je suis d'accord avec vous, sauf qu'il y avait une contrepartie. La condition, c'est que l'enfant soit scolarisé. Si l'enfant n'est pas scolarisé, il il faut le vacciner. Alors pourquoi? Mais chez nous, il n'y a pas de souci de scolarisation. Nous avons le taux d'alphabétisation. Avec les écoles fermées ou les écoles privées. C'est les parents qui payent au Congo. Mais faut le dire, j'ai des nièces de 13 ans. Il n'y a aucune école au Congo qui refuse. Non, mais là, c'est notre problème. C'est notre problème. Ça, c'est les parents qui veulent seulement inscrire leurs enfants à l'école privée. Aujourd'hui, l'école publique existe. C'est vrai, mais elle existe. Vous n'allez pas me citer une seule école publique au Congo qui refuse de prendre les inscriptions, qui refuse de prendre les enfants. Ça n'existe pas. Par contre, si vous me parlez de la qualité de l'enseignement, si vous me parlez de... Là, c'est un autre débat. Voilà, on va avancer dans nos débats, messieurs. Vous voyez qu'il est assez houleux. On comprend très bien que pour l'instant, les candidats n'aient pas encore leur projet, donc on ne peut pas directement les indexer en disant que vous devez faire, vous avez promis cela, mais nous estimons qu'il est de notre droit aujourd'hui, en tant que citoyen, de pouvoir donner un sens à leur projet, s'ils en ont, pour qu'il y ait des priorités. On a évoqué ici la jeunesse, l'agriculture, la sécurité sociale. On fait une pause.